S'il est une pierre d'achoppement en franc-maçonnerie, c'est bien la question de la régularité. Cette notion a été définie par la franc-maçonnerie anglo-saxonne au XIXe et XXe siècle pour circonscrire le fait maçonnique à un ensemble de critères intangibles en dehors desquels il ne saurait être. Ces critères, appelés landmarks, censés délimiter le champ maçonnique, ne sont pas partagés par l'ensemble des francs-maçons. Ceux qui refusent de s'y soumettre sont donc qualifiés d'irréguliers et ne sont pas considérés comme de véritables francs-maçons. Voici donc les critères de la régularité partagés par la majorité des francs-maçons dans le monde. Chaque grande loge doit avoir été établie légalement par une grande loge dûment reconnue ou par 3 loges ou plus régulièrement constituées. La croyance en le grand architecte de l'univers et en sa volonté révélée est une condition essentielle d'admission. Tout nouveau membre prête son obligation sur les 3 grandes lumières de la franc-maçonnerie, à savoir le volume de la loi sacrée, l'équerre et le compas. Les membres doivent être exclusivement des hommes. Aucune grande loge ne doit avoir quelque relation maçonnique que ce soit avec des obédiences qui acceptent des femmes. Toute grande loge doit demeurer souveraine et disposer de l'autorité unique et indiscutée sur les degrés symboliques, apprentis, compagnons et maîtres. Elle ne doit ni dépendre ni partager son autorité avec une juridiction de haut grade. Les 3 grandes lumières de la franc-maçonnerie doivent toujours être exposées quand la grande loge ou les loges sont au travail. Les discussions relatives à des sujets politiques ou religieux sont strictement interdites au sein des loges. Parmi les critères de la régularité, la croyance en Dieu, grand architecte de l'univers, est l'un des plus fondamentaux, ainsi que le rappelait le pasteur Michel Viaud, dignitaire de la Grande Loge nationale française, sur le plateau de l'émission Le Cercle de Minuit sur France 2, le 8 novembre 1995. L'essentiel, c'est ordre initiatique et fraternel fondé sur la foi en Dieu, grand architecte de l'univers. Voilà ce qui est le fondement de la maçonnerie de tradition. Alors que certaines obédiences, au cours de l'histoire, aient cru devoir changer certaines règles de cette tradition-là, libre à elles. Mais la tradition maçonnique, celle qui se réfère aux constitutions d'Anderson, desquelles on peut bien sûr avoir plusieurs lectures, mais en tout cas, nous, notre lecture, c'est la foi en Dieu. Pour être franc-maçon, il faut être croyant. Il faut être croyant. Vous dites que vous êtes franc-maçon et que donc vous croyez en Dieu et que pour être franc-maçon, il faut croire en Dieu. Absolument. Oui, mais qui est votre Dieu? Alors nous laissons à chaque frère, à chaque homme, le droit d'avoir sa religion. C'est pas à nous de lui dire quelle religion il va avoir. La maçonnerie, elle est théiste au sens très large. Très très large. Il y a dans nos loges des juifs, des musulmans, des chrétiens, des bouddhistes, des hindouistes, mais il faut qu'il se réfère à un principe supérieur qui est Dieu et qui agit sur le monde, qui n'est pas un vague principe, c'est pour ça que j'ai dit théisme et non pas déisme, mais qui est un Dieu qui se révèle dans le monde et qui agit par sa parole ou par sa révélation. Pour la petite histoire, 6 ans après cette émission, le pasteur Viaud quittait la franc-maçonnerie et l'église luthérienne, dont il était également évêque, pour rejoindre l'église catholique romaine. Cet ancien socialiste, ancien maçon et ancien pasteur est aujourd'hui prêtre. Les francs-maçons qui ne se reconnaissent pas dans les landmarks et que les anglo-saxons qualifient dédaigneusement d'irréguliers sont au contraire attachés à la liberté de conscience, à la laïcité et sont ouverts à la présence des femmes au sein de l'ordre maçonnique, bien que cette ouverture ait été progressive et d'abord circonscrite à des obédiences spécifiquement mixtes et féminines. Quoi qu'il en soit, depuis 1872 en Belgique et 1877 en France, la franc-maçonnerie laisse à chaque loge le soin de se référer ou pas à la formule « à la gloire du grand architecte de l'univers ».
Pour la maçonnerie dite irrégulière, ou libérale, ou encore adogmatique, le grand architecte de l'univers est un symbole issu de la tradition maçonnique. Il est à ce titre librement interprétable et ne saurait se réduire au dieu d'une religion révélée. Écoutons ce que disait Frédéric Desmond, un autre pasteur, devant le convent du Grand Orient de France en septembre 1877. Nous demandons la suppression de cette formule parce que, embarrassante pour les vénérables et les loges, elle ne l'est pas moins pour bien des profanes qui, animés du sincère désir de faire partie de notre grande et belle institution qu'on leur a dépeinte à bon droit comme une institution large et progressive, se voient tout à coup arrêtés par cette barrière dogmatique que leur conscience ne leur permet pas de franchir. Nous demandons la suppression de cette formule parce qu'elle nous paraît tout à fait inutile et étrangère au but de la maçonnerie. Non, laissons aux théologiens le soin de discuter des dogmes. Laissons aux églises autoritaires le soin de formuler leur syllabus, mais que la maçonnerie reste ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une institution ouverte à tous les progrès, à toutes les idées morales et élevées, à toutes les aspirations larges et libérales. Les raisons de cette évolution doctrinale ont été brièvement rappelées par l'historien Jean-Robert Agache le 8 novembre 1995 sur le plateau du Cercle de Minuit. D'abord, c'est qu'on a trop tendance à faire une histoire de la maçonnerie qui est une histoire à part, et qu'on écrit des livres sur la maçonnerie qui sont des livres ne concernant que la maçonnerie seule. Or, la maçonnerie, elle s'inscrit dans la société, elle s'inscrit dans l'histoire. Donc, automatiquement, il y a des histoires diverses de la maçonnerie, et il y a donc des obédiences qui suivent différemment le cours de l'histoire. Alors, il est incontestable qu'au XVIIIe siècle, on a une maçonnerie qui est déiste dans l'ensemble. Au XIXe siècle, il commence à y avoir des clivages, et notamment un développement de l'athéisme et de l'anticléricalisme, et que le Grand Orient de France, en 1877, supprime l'obligation de croire dans le grand architecte de l'univers. Supprime l'obligation d'y croire. Ça ne veut pas dire qu'on supprime le grand architecte. Bon, donc il y a finalement un libre choix, un libre choix qui fait que nous acceptons dans nos obédiences des catholiques, des protestants, des juifs, des musulmans, des athées, des agnostiques, je veux dire un petit peu partout. Alors qu'il y a une obligation de croyance en Dieu dans les obédiences dites régulières, c'est-à-dire qu'ils suivent une règle, qui sont majoritaires dans le monde, incontestablement. Vous croyez en un Dieu ? Personnellement, oui. Non. Pour faire bonne mesure, et toujours pour la petite histoire, Jean-Robert Agache n'a jamais cessé d'être un franc-maçon actif. Après avoir été grand maître du Grand Orient de France au début des années 90, il est devenu souverain grand commandeur du Suprême Conseil du rite écossais ancien et accepté, souché sur le Grand Orient de France. Pourquoi donc la franc-maçonnerie anglo-saxonne en général et la franc-maçonnerie britannique en particulier ont-elles éprouvé le besoin de définir des critères à la régularité maçonnique ? Pourquoi frappent-elles d'ostracisme toutes les obédiences qui ne se conforment pas aux critères qu'elles ont unilatéralement déterminés? D'où vient cette prétention? On a pu avancer sans doute à bon escient que l'Empire napoléonien marqua la franc-maçonnerie française d'un indélébile signe d'infamie aux yeux des maçons anglais. Mais ce qui est encore plus sûr, c'est que la régularité a été en réalité un prétexte qui a permis à la Grande Loge unie d'Angleterre de dénoncer le Grand Orient de France et, au-delà de ce dernier, tout ce que la France pouvait représenter non seulement en termes d'instabilité politique, mais aussi de risque d'exportation de la Révolution en dehors de ses frontières. Si les campagnes napoléoniennes ont été un sujet d'effroi dans les loges de la bonne société londonienne, l'épisode de la Commune de Paris fut probablement le vrai motif de la crise et bientôt de la séparation. La franc-maçonnerie anglo-saxonne a vu dans l'implication de certains francs-maçons dans l'insurrection parisienne l'inexorable politisation d'une franc-maçonnerie française infiltrée selon elle par les rouges, les athées stupides et les libertins irreligieux. Voici à titre d'exemple un article de la revue The Freemason, le franc-maçon, du 29 avril 1871, intitulé Freemasonry in France, franc-maçonnerie en France. On peut y lire une condamnation sans appel de la Commune de Paris et de l'action de médiation entreprise par certains francs-maçons français, ainsi qu'une condamnation du rite de Misraïm,
accusé d'avoir déployé ses activités sur le sol anglais grâce au soutien du Grand Orient de France. Les francs-maçons d'Angleterre désavouent de tout leur cœur les manifestes de ceux qui, parmi les frères français, se sont égarés, et ils répudient toute connexion dans leur fraternisation avec les communistes et les républicains rouges. Il est néanmoins important de garder à l'esprit que c'est dans leur action en tant que corps maçonnique que nous décelons une faute, et pas dans les opinions que tout maçon, à titre individuel, peut choisir d'exprimer et de soutenir. La décision du Grand Orient de France de 1877 de supprimer la référence obligatoire au grand architecte de l'univers a été le signal que les Anglais attendaient pour rompre. Le vote du Convent a été qualifié d'innovation révolutionnaire. C'est donc une accusation d'ordre politique. L'intransigeance des dignitaires anglo-saxons à l'égard des francs-maçons français a été ensuite camouflée plus ou moins habilement sous les oripeaux des landmarks, lesquels sont à géométrie variable selon les intérêts à préserver. Ce dont il faut avoir conscience, c'est que la filiation symbolique est une donnée que toutes les obédiences maçonniques ont en partage, indépendamment de leur orientation ou sensibilité philosophique. La régularité, elle, est une simple convention qui fonde une reconnaissance sur des critères bien plus imaginaires que rigoureux. Pour le dire autrement, ce qui est défaut de fraternité, les francs-maçons l'appellent respect des landmarks. Ce qui est orgueil, ils le nomment rigueur. Ce qui est volonté de puissance ou d'hégémonisme, ils l'appellent pureté. Il faut donc se méfier de ceux qui se prévalent de ne faire ni de la politique, ni de la religion en loge. Cette double interdiction est aussi parfois une manière habile de faire les deux. Déduire que la régularité maçonnique n'existerait pas. Bien sûr que non. Mais il ne faut pas commettre l'erreur de la rechercher dans les déclarations des uns, les déclamations des autres, ou bien encore dans les proclamations d'obédience fussent-elles majoritaires dans le monde. La régularité maçonnique est infiniment plus subtile qu'une liste de critères. Elle est à chercher au cœur des convictions de chaque maçon, quelle que soit l'obédience ou le rite. On reconnaît le maçon véritable dans la force de sa foi, dans les valeurs et les principes de l'ordre. On le reconnaît dans sa volonté optimiste de concilier la pensée et l'action, dans son amour de l'humanité et dans son attachement à préserver et défendre la dignité de chacun. Et surtout, dans cette humilité qui consiste à vouloir travailler sur soi-même pour devenir meilleur et bâtir une société solidaire de femmes et d'hommes libres. Les mots prennent leur sens avec le temps. Le soleil m'apporte son énergie, Sunny. Enseigne à l'apprenti, à un élève ici. Eux, ils pensent tout connaître, laisse-les dans le paraître. Ils n'écoutent pas les maîtres, surpris par leur échec, ils sont down. Moi c'est boogie down qui booste ma boogie rhyme. Donc mon boogie flow expose leur boogie drum. Apprendre sans honte de ne pas connaître permet de comprendre les rencontres qui comptent vraiment pour notre être. Chaque leçon est un don de celui qui enseigne. Baigne dans l'histoire qui saigne pour comprendre tous mes thèmes. L'éternel apprenti est celui qui apprend de chaque seconde, action, instant. Jamais pressé, il cherche avant de répondre. Le monde qui l'entoure est un grand mystère qu'il sonde et fume le funk. Éternel apprenti, jamais pressé, il cherche avant de répondre.